Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va continuer la formation au potager général de Potager Coach avec un nouveau chapitre. Dans ce chapitre-là, on va s'intéresser à la question de l'arrosage. Alors on va parler que de l'arrosage classique, hein, avec que ce soit un jet d'eau classique comme ça ou des arrosoirs. Il y aura un tutoriel dans la partie un peu avancée, hein, dont on parlera de la question de l'arrosage automatique. Ce sera très intéressant pour économiser du temps, hein, parce que la question de l'arrosage, une fois qu'on a tout installé et que le potager est en place globalement autour des seins de glace, que tout est paillé, on n'a plus trop de désherbage à faire et tout. Et l'essentiel en gros du travail qu'on va avoir au potager, ça va être la récolte. Là vous voyez par exemple des belles tomates là, qui vont être bonnes à récolter. Donc ça c'est un autre chapitre, on parlera de la récolte. Et l'arrosage, voilà, c'est l'essentiel de ce qui va nous occuper en gros sur les mois d'été, les grands mois de récolte, hein, quand on commence vraiment à profiter des fruits de tout ce qu'on a pu faire au jardin. Avec les chaleurs de l'été, on va passer énormément de temps du coup à arroser le jardin. Et donc on va parler un peu de ça dans ce chapitre. Alors déjà un petit rappel, hein, vraiment rapide, mais pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'arroser et de mettre de l'eau au jardin? Alors les plantes vont consommer de l'eau de deux manières, hein, que ce soit déjà pour constituer leur propre matière, hein, via la photosynthèse, hein, qui permet de récupérer le CO2 de l'air via des trous dans les feuilles des plantes. Voilà, il y a une courge qui est en train de monter sur mes tomates là. Voilà, dans les feuilles des plantes, il y a des petits trous microscopiques qui ne se voient pas à l'œil nu, qui s'appellent les stomates. Et par ces trous-là, en fait, va rentrer le CO2, le dioxyde de carbone, dans les feuilles. Et puis les feuilles, du coup, avec ce dioxyde de carbone et de l'eau, elles vont être capables de fabriquer des sucres. Donc dans la réaction de la photosynthèse, pour fabriquer ces sucres qui vont être la base de toute la matière organique et puis après de la vie sur Terre, un des ingrédients principaux, ça va être de l'eau. Donc forcément déjà il y a besoin d'eau pour constituer la matière des plantes. Il va y avoir de l'eau également dans la sève, hein. En plus de la matière organique, il y a également plein d'eau dans la sève, donc la matière des plantes elle-même va contenir beaucoup d'eau. Et après il y a également besoin d'eau pour alimenter la pompe de l'évapotranspiration. Donc en gros les plantes, via les stomates dont on a parlé juste précédemment, vont faire sortir de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau là va créer une sorte de vide dans la plante qui va aspirer l'eau au niveau des racines. Et il va y avoir une pompe qui va se mettre en place, hein, où l'eau qui est dans le sol va remonter dans la plante, arriver jusque dans les feuilles. Une partie va s'évaporer, une partie va servir à faire la photosynthèse. Et en remontant du coup l'eau du sol, la plante va également faire remonter les éléments nutritifs qui sont dans le sol, hein, que ce soit les oligo-éléments, l'azote, le phosphore, le potassium, le soufre. Voilà, c'est comme ça qu'elle aspire en fait les éléments qui sont en solution dans le sol via l'évapotranspiration. Et cette pompe en fait va permettre à la plante de se nourrir. Donc elle fait remonter en gros l'eau du sol dans des tissus qu'on appelle le xylème. C'est une sorte de petits tubes en fait de cellules mortes qui sont dans la plante, hein, qui servent également à constituer un peu la structure de la plante. Donc l'eau va arriver jusque dans les feuilles. Là, la photosynthèse se produit et il y a un deuxième réseau qui rentre en jeu, qui s'appelle le phloème, et qui va distribuer en fait l'eau enrichie de sucre générée par la photosynthèse dans le reste de la plante pour que la plante puisse faire ses cycles métaboliques. Donc voilà, en gros, comment ça fonctionne. En gros, une plante, hein, c'est une sorte de pompe à faire remonter l'eau du sol pour après la transpirer au niveau des feuilles. Et ça, c'est la très grande partie de l'eau qui est consommée par les plantes. Et cette évapotranspiration se produit en journée, hein, quand il y a la photosynthèse et que les stomates sont ouverts. Parce que la nuit, il n'y a plus de lumière et puis les stomates se ferment. Et donc, la plante fait assez peu circuler l'eau. Donc voilà, en gros, comment fonctionne une plante, hein. C'est une sorte de pompe à faire remonter l'eau du sol et puis après à transpirer au niveau des feuilles. Et d'ailleurs, les forêts, hein, sont capables d'envoyer énormément de vapeur d'eau dans l'air. Et après, cette vapeur d'eau se recondense plus loin et puis refait de la pluie. Donc voilà, les plantes recyclent l'eau et la renvoient dans l'air pour qu'elle repleuve plus loin. Et c'est quelque chose qui boucle comme ça. L'eau, elle est pas consommée, elle n'est pas perdue, hein. Les molécules restent toujours là et puis ça tourne comme ça se recycle. Et voilà, la vapeur d'eau qui va sortir de cette feuille-là, hein, moi je suis dans l'ouest de la France, il va y avoir des vents d'ouest qui vont partir vers le cœur des terres, et elle va repleuvoir plus loin dans les terres. Donc on comprend du coup que les plantes auront toujours intérêt quand même à pouvoir trouver de l'eau au niveau du sol, hein, par quelques plantes qui sont vraiment très adaptées au sec, hein. Le cas normal, le cas standard de se dire, c'est qu'il faut toujours avoir un sol qui soit humide, hein,
qu'il y ait de la fraîcheur dedans, et puis quand on enfonce le doigt un peu à l'intérieur, et bien, il faut qu'on arrive à sentir de l'humidité, alors pas forcément tout de suite en surface, hein, mais dans les 4-5 cm. Là par exemple, là j'ai aucune humidité dans ce sol, donc là il est vraiment temps que j'arrose. S'il n'y a pas d'humidité, ben, ça veut dire que la plante va se mettre à l'arrêt, hein, puisqu'elle ne va pas être capable d'alimenter la pompe et puis de faire tourner comme ça sa machine. Alors elle va avoir un peu de stock dans sa propre matière, hein, donc elle va pouvoir tourner encore un petit peu, va pouvoir continuer à faire tourner le moteur, même s'il n'y a pas d'eau au niveau des racines, mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Donc voilà, on a toujours intérêt à essayer de maintenir une humidité quand même dans son sol assez importante. Alors ce qui peut être intéressant également, c'est d'avoir une humidité en profondeur, hein, puisque ça va inciter du coup les plantes à faire des racines, d'aller chercher l'eau en profondeur. Et comme généralement le sol va sécher en surface et il va garder plus d'humidité en profondeur, parce qu'il va y avoir également une troisième consommation d'eau à votre potager, en plus des plantes qui vont constituer leur matière et puis évapotranspirer, il va également y avoir l'évaporation de l'eau, hein, du sol qui du coup va perdre de l'eau via le soleil qui va taper dessus et puis la chaleur qui va faire partir l'eau dans l'air. En tapant directement sur le sol sans que la plante l'ait consommée. Donc cette eau-là, c'est de la perte sèche et elle se fait au niveau de la surface du sol. Donc il y a une sorte de gradient d'humidité qui se fait dans le sol avec un sol qui peut être sec et en profondeur. Du coup, plus on va descendre en profondeur, plus il y aura d'humidité. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles il est très intéressant de pailler le potager, puisque du coup le soleil ne va pas venir taper directement sur le sol et faire évaporer l'eau. Il va taper sur le paillage et puis du coup le sol va pouvoir mieux garder l'humidité. Mais c'est pas magique, hein, c'est pas infini. Là vous voyez, là j'ai plus d'eau dans mon sol, surtout qu'avec le niveau d'avancement du coup là des plantes, vraiment ça consomme beaucoup d'eau, hein. Vous voyez des grosses tomates comme ça, ça consomme vraiment beaucoup d'eau par jour. Et plus vos plants sont avancés, plus il va falloir de l'eau à votre potager. Donc cette question de l'eau, hein, ça peut être vraiment une grosse limitation pour certains au potager. Souvent les jardiniers vont avoir comme limitation au potager le temps qu'ils peuvent y consacrer ou l'espace qu'ils ont de disponible dans leur jardin. Mais il y a un troisième cas, souvent dans le cas où vous faites le potager pas forcément attenant à votre maison, mais sur un terrain qui peut être soit un jardin ouvrier, soit un terrain qui n'est pas attenant, et vous n'avez pas la source d'eau facile que pourrait être le tuyau d'arrosage branché sur le réseau d'eau, ou avoir de l'eau en quantité. Et la contrainte, ça peut être l'accès à l'eau, hein, la quantité d'eau que vous avez de disponible au jardin, avec une sorte de ration d'eau à utiliser. Et là, ça peut être vraiment limitant, hein, sur les capacités du jardinier à faire pousser des légumes. Alors attention, hein, quand on parle d'avoir un sol humide, hein, il faut un sol humide mais pas détrempé, hein, il faut qu'il y ait de la place pour l'oxygène dans le sol et que l'eau ne vienne pas remplir tous les interstices. On en a parlé dans une vidéo précédente, hein. La plante, hein, elle fait de la photosynthèse par ses feuilles, mais elle est également comme nous, hein, pour une certaine partie de son métabolisme, elle va faire de la respiration. Elle va faire la réaction inverse de la photosynthèse où elle va brûler des sucres avec de l'oxygène pour régénérer du coup du CO2 et de l'énergie. Et dans le cas des plantes, hein, cette partie-là du métabolisme, de la respiration qui va faire l'inverse de la photosynthèse, est moins importante que la photosynthèse, qui fait que le bilan global de la plante, hein, va être positif et la photosynthèse va être plus importante que la respiration, que la consommation d'oxygène, et donc la plante va générer plus d'oxygène qu'elle va en consommer. Mais la plupart des plantes ne sont pas capables de faire transiter l'oxygène qu'elles vont être capables d'absorber via les stomates et l'échange avec l'air ambiant qui se passe au niveau des feuilles. Elles ne peuvent pas faire circuler cet air-là jusqu'aux racines. Alors il y a quelques plantes qui peuvent le faire, hein, via des sortes de canaux un peu spéciaux dans la plante, notamment toutes les plantes qui sont capables de vivre en milieu aquatique. On pensera par exemple notamment également au riz par exemple, qui est capable de faire ça. Mais voilà, la plupart des plantes ne sont pas capables de faire redescendre l'oxygène jusqu'aux racines, et donc il faut que les racines puissent avoir accès directement à l'oxygène au niveau des racines, et donc c'est important que le sol ne soit pas complètement inondé, hein. Dans ce cas-là, vous allez avoir de l'asphyxie racinaire, et du coup votre plante va souffrir au niveau des racines et va péricliter. D'où l'importance, voilà, d'avoir le plus possible un sol humide mais pas détrempé. Donc la plupart des plantes, hein, vont nécessiter d'avoir un sol qui est plutôt bien drainé, de manière à ce que l'eau ne s'accumule pas et puis que les racines puissent bien respirer. Donc là vous voyez, c'est un peu ce que j'ai ici, hein. J'avais un sol très argileux en dessous et je me suis orienté du coup vers une culture en bac qui draine naturellement du coup, puisque par la gravité du coup l'eau va couler en dehors des bacs, ce qui va permettre d'éviter d'avoir le sol inondé.
Alors votre sol va avoir ce qu'on appelle une réserve utile en eau. Il faut s'imaginer qu'autour de chacun des petits grains que constitue votre sol, autour de cette surface de chacun des tout petits grains de votre sol, une petite pellicule d'eau va se former, va pouvoir être retenue par des sortes de forces de capillarité par chacun des grains que constitue votre sol. Et plus votre sol va être constitué de petits grains fins, plus cette force de capillarité va être capable de retenir une quantité d'eau importante. Si vous avez un gros caillou, la petite couche tout autour d'un gros caillou va être assez fine, alors que si vous avez plein de tout petits cailloux, chacune des couches autour de chacun des petits cailloux va faire une grosse quantité d'eau. C'est pour ça que plus votre sol est constitué d'éléments fins, plus il va être capable de retenir de l'eau de manière importante. C'est pour ça que les sols argileux, l'argile c'est l'élément le plus fin, vont avoir une réserve utile en eau, une capacité à retenir de l'eau beaucoup plus importante que des sols limoneux où les éléments sont déjà un peu plus grands, et que des sols sableux où là c'est vraiment, on commence à avoir des gros éléments, et donc du coup la quantité d'eau qui est capable d'être retenue par ces forces de capillarité par votre sol va être beaucoup plus faible. Donc on va avoir une capacité à retenir l'eau beaucoup plus importante dans les sols lourds, qu'on va appeler lourds, donc argileux, puis après un peu moins importante sur les sols limoneux, et sols sableux, pas importante du tout. Donc ça va jouer beaucoup sur la question de la fréquence d'arrosage sur des sols sableux, vu que la réserve utile va être très faible et que l'eau ne saura pas être retenue par la nature de votre sol, par votre sol. Si vous arrosez beaucoup d'un coup, l'eau va couler dans le profil par gravité. Votre sol ne va pas être capable de la retenir par ses forces de capillarité. Et donc très vite, vous allez avoir le sol qui va s'assécher. Donc sur les sols sableux, il faut arroser beaucoup plus souvent que sur des sols argileux. Parce que sur un sol argileux, si vous arrosez beaucoup, un gros coup, vous mettez 10 litres au pied d'une tomate, la tomate ne va pas boire les 10 litres d'un coup, mais l'argile va être capable de les retenir, de la stocker, et après la tomate va pouvoir avec ses racines piocher petit à petit dans cette réserve utile. D'où une approche très différente selon le type de sol sur la question de l'arrosage. Donc typiquement sur un sol argileux, on va pouvoir se contenter d'arroser une fois par semaine, 2 fois par semaine vraiment en cas de très forte canicule, mais en cas de même d'été classique, une fois par semaine, surtout si vous avez paillé, ça suffira. Par contre sur des sols sableux, il faudra arroser beaucoup plus souvent parce qu'il va falloir que les plantes arrivent à trouver 2-3 litres d'eau par jour, surtout avec ces niveaux de développement là quand elles commencent à être bien grandes. Et comme votre sol ne va pas être capable de retenir cette quantité d'eau là, il va falloir la mettre quasiment en continu, de manière à ce que la plante puisse la trouver en permanence. Donc ça peut être vraiment très intéressant là du coup dans ces cas là, si vous avez des sols sableux, de réfléchir à des arrosages automatiques pour vous éviter d'avoir en permanence à revenir tous les jours à arroser le jardin. Alors en parlant d'arrosage, une petite chose qui peut être intéressante à faire, notamment quand il fait chaud et qu'il fait sec en été, pensez également à mettre à boire pour les oiseaux et puis les insectes, notamment les guêpes, tout ça. C'est des auxiliaires qui vous sont quand même bien utiles au jardin, notamment les guêpes. Je les ai vus, elles ont fait pas mal de dégâts sur les œufs des pierrides, du chou qui n'arrêtent pas de pondre sur mes choux. Elles ont beau pondre, les œufs n'arrivent pas jusqu'à l'éclosion parce que les guêpes viennent les manger. Notamment les oiseaux ont tendance à picorer les tomates en été pour essayer de trouver de l'eau. Donc si vous leur mettez de l'eau à côté, elles ont moins tendance à s'attaquer à vos tomates. Voilà, et là vous voyez, j'ai mis des cailloux au milieu pour leur faire des sortes de supports, éviter qu'ils se noient, qu'ils n'arrivent pas à ressortir. Voilà, ça fait des sortes de petites îles sur lesquelles ils peuvent se poser. Donc voilà, pensez-y. Donc pour ce qui est de la pluie, c'est un instrument indispensable à avoir au jardin, c'est un pluviomètre. Donc vous le mettez sur un endroit dégagé du jardin pour être sûr que vraiment toute la pluie qui tombe à cet endroit-là accède au pluviomètre. Donc vous avez une sorte d'entonnoir et puis après c'est gradué. L'eau qui tombe dedans, ça vous dit combien de millimètres il est tombé sur votre jardin. Donc l'épaisseur d'eau qui est tombée sur votre jardin. Il faut savoir qu'en gros, quand il tombe 10 mm, ça veut dire que vous avez un arrosoir de 10 litres par mètre carré qui est tombé. Donc voilà, quand vous avez juste des petites pluies de 1 ou 2 mm, vous êtes un petit peu triste. Ça veut dire qu'il y a eu un arrosoir par 5 mètres carrés, donc c'est vraiment pas énorme. Et c'est juste ce qu'il faut pour mouiller les tomates pour qu'elles tombent malades en été, notamment qu'elles attrapent le mildiou. Donc voilà, les petites pluies, c'est pas forcément super fou. En plus, comme je vous l'ai dit, le paillage va les bloquer. Par contre, à partir de 10 mm, là, ça commence vraiment à être intéressant. Vous avez un arrosoir au mètre carré. Ça commence à faire vraiment pas mal. Donc voilà, ça c'est quand même un instrument super intéressant à avoir. C'est tout simple, ça coûte pas grand chose et ça vous permet de savoir en gros de combien la pluie a arrosé votre jardin et si vous pouvez vous appuyer sur la pluie qui est tombée ou si ça ne sera pas suffisant et qu'il faudra arroser quand même.
Donc pour ce qui est des besoins en eau des plantes, hein, c'est toujours une question qui revient, combien il faut de litres par plante et tout, c'est quelque chose qui est quasiment impossible à répondre, hein, parce que ça va dépendre de beaucoup de choses. Déjà ça va dépendre du niveau d'avancement de la plante, hein. Quand une plante est toute petite, là vous voyez comme celle-là, des petits concombres, là d'ailleurs il faut que je les éclaircisse. Ces petits concombres là sont encore à un stade vraiment tout petit d'avancement, ils vont pas avoir besoin d'énormément d'eau. Par contre le système racinaire est vraiment tout petit aussi. Si on les arrose, il faut arroser vraiment autour du plant. Par contre imaginez voilà des tomates comme ça, regardez la taille de ces plants, et bien voilà l'évapotranspiration que ces tomates vont générer va être assez énorme, hein, et il faut pas s'étonner par exemple d'avoir besoin de 3-4 litres d'eau par plant par jour pour que la pompe puisse bien tourner. Vous voyez des belles plantes comme ça ou voilà des grandes courges comme ça, globalement le besoin en eau va être vraiment assez proportionnel en fait à la surface foliaire de votre plante. En plus du fait d'avoir besoin quand même de l'eau, vous voyez, regardez là, c'est une sorte de courge musquée de Provence, hein, si je dis pas de bêtises, qui est en train de se former. Voilà, en plus de l'eau qui est nécessaire pour constituer la matière de ce genre de matière là, ça pèse 3-4 litres, donc il y a besoin de 4 litres d'eau, mais ça va consommer beaucoup plus d'eau encore pour l'évapotranspiration au niveau du feuillage. Donc voilà, la quantité d'eau va être vraiment très contrainte, enfin très proportionnelle à la taille du feuillage de vos plantes. Alors la question également qui va se poser, c'est est-ce qu'il vaut mieux arroser le matin, en journée ou le soir? Alors en règle générale, hein, il vaut mieux arroser le potager le matin. L'intérêt d'arroser le matin, c'est que les plantes déjà vont profiter de l'eau pendant la période où il fait jour, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la pompe à aspirer l'eau du sol fonctionne en journée, puisque c'est quand les stomates sont ouverts par la photosynthèse que l'évapotranspiration va fonctionner et que du coup les plantes vont aspirer l'eau du sol. Donc si vous arrosez le soir, après le sol va être humide la nuit, et donc les plantes évapotranspirent très peu la nuit, et donc du coup l'eau risque de couler dans le profil, vous risquez de la perdre. Alors si l'eau que vous avez mis est en excédent de la réserve utile, hein, parce que si vous mettez de l'eau en dessous de ce que votre sol est capable de retenir, l'eau elle sera encore là le lendemain matin et les plantes pourront pomper dedans. Mais c'est quand même moins efficace que si elles peuvent directement puiser dedans. Donc c'est mieux d'arroser le matin. Un des problèmes également d'arroser le soir, c'est que vous allez rendre le sol humide, et donc c'est très propice aux limaces et aux escargots. Donc voilà, si vous êtes sur une période où les limaces et les escargots sont assez actifs et que vos plantes sont encore petites, vous leur créez un paradis la nuit pour que elles puissent se balader dedans. Si vous arrosez le matin, le soir la surface du sol aura séché et sera moins propice aux limaces et aux escargots. Souci également, si vous arrosez le soir en été avec des températures la nuit qui sont assez douces, hein, au-dessus de 20-25 degrés, vos légumes vont se retrouver plusieurs heures avec le feuillage mouillé, avec des températures qui sont propices au développement de maladies comme le mildiou, le botrytis, la cercosporiose, enfin des choses comme ça, tous ces genres de maladies qu'on veut pas sur nos légumes, et du coup vous risquez d'avoir vos légumes qui tombent malades. Donc voilà, si vous surtout sur tout ce qui est solanacée et cucurbitacée, arroser le soir c'est pas une super idée, parce qu'on mouille quand même toujours un petit peu le feuillage, hein, c'est toujours compliqué, ça éclabousse toujours un peu à gauche à droite, et donc tout ça va être des points d'entrée faciles pour le mildiou. Alors si vous arrosez le matin, très rapidement ça se fait sécher par le soleil, le feuillage, et donc vous limitez vraiment les risques de maladie. Et un des seuls cas où ça va être plus intéressant d'arroser le soir, ça va être en cas de canicule. Voilà, s'il fait vraiment très très chaud, ça peut être intéressant d'arroser plutôt le soir tard, pour justement éviter de perdre de l'eau en journée, hein, parce que si vous arrosez le matin, après l'eau va être attaquée du coup par le soleil justement, hein, qui va la faire s'évaporer. Donc s'il fait vraiment très 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 chaud, ça peut être intéressant d'arroser le soir pour essayer de garder un peu plus l'eau, éviter qu'elle s'évapore immédiatement et qu'elle ait le temps un peu de pénétrer dans le sol. Voilà, mais bon, c'est vraiment un cas assez particulier. Dans la plupart des cas, il vaut mieux arroser quand même le matin pour éviter les maladies, éviter de faire un paradis pour les limaces, et que vos plantes profitent au mieux de l'eau que vous leur apportez. Alors une question importante également, c'est de savoir, est-ce qu'on arrose le feuillage des plantes, ou est-ce qu'on arrose uniquement au pied, voilà, en faisant bien attention de ne pas mouiller le feuillage. Et là ça va vraiment dépendre du type de votre plante. Donc tout ce qui est astéracé, donc notamment les laitues, les tournesols,
toutes les fleurs également, donc des astéracées, là vous voyez là-bas j'ai des soucis, des zinnias, des cosmos, des œillets d'Inde, voilà, toutes ces cultures-là, vous pouvez arroser le feuillage, il n'y a pas de souci, ça craint assez peu les maladies, donc on évite d'arroser le feuillage sur les plantes qui craignent les maladies cryptogamiques, les petits champignons qui vont se développer. Donc sur ces plantes-là, vous pouvez arroser le feuillage, ça pose généralement pas de soucis. Que vous pouvez arroser également le feuillage avec tout ce qui est de la famille des apiacées. Donc là vous voyez, ça c'est une culture de panais, donc là pas de souci, je peux arroser le feuillage. Et puis bon là je passe en vitesse, mais j'arrose pas du tout assez là, il faudra vraiment que j'arrose plus que ça, je repasserai après. Donc voilà, cette famille là on peut arroser. Là j'ai des capucines derrière, alors ça c'est une famille un peu à part, c'est la famille des patates douces. Cette famille là également on peut arroser le feuillage, pas de souci. Alors là derrière, là, vous voyez des carottes là, donc pareil, ça c'est la famille des apiacées. Ici j'ai du salsifis, pareil, famille des apiacées. Donc tout ça, ça s'arrose. Les fraises également, pas de souci, vous pouvez arroser le feuillage. Surtout si vous arrosez le matin et que ça a bien le temps de sécher en journée, il n'y a pas trop de risque qu'il y ait des maladies qui aient le temps de se développer. Brassicacées également, donc choux, radis, navets, hop, on arrose le feuillage, pas de souci, ça craint pas grand chose. Hop, donc là voilà, tout ça c'est culture de choux. Là-bas derrière, là, donc là j'ai betterave et blette à droite et betterave à gauche. Donc ces cultures-là, ça craint un peu les maladies, notamment la cercosporiose. Donc vous pouvez arroser directement le feuillage, mais là pour le coup on va essayer d'arroser le matin, on va éviter justement typiquement d'arroser le soir et puis que ça passe toute la nuit mouillée au niveau du feuillage. On va préférer justement là arroser le matin, que ça ait bien le temps de sécher, que l'eau tombe au niveau du sol et puis qu'au niveau du feuillage ça sèche et qu'on n'ait pas ces maladies qui se développent. Alors là pareil, on a des lamiacées, donc tout ce qui va être les aromatiques, donc là c'est de la menthe, là-bas on voit il y a du basilic. Voilà, cette famille là ça va pas trop aimer non plus, un peu comme pour la blette et la betterave. Avoir le feuillage mouillé la nuit, pareil, ça va craindre pas mal de maladies cryptogamiques comme la fusariose, ce genre de choses. Donc on peut les mouiller au niveau du feuillage, mais le matin, comme ça, ça a le temps de sécher en journée et voilà, ça tombe pas malade. Là, vous voyez ce basilic, je l'ai arrosé uniquement quasiment comme ça, par le feuillage. Il a zéro maladie, les feuilles sont vraiment très belles. Mais voilà, j'ai fait bien attention à pas le mouiller le soir, de manière à ce qu'il n'y ait pas de maladie qui se développe. Donc à gauche, une tétragone cornue. Pareil, ça c'est une famille très à part, ça craint pas grand chose. Annette, tout ça, ça c'est de la piacée, de l'oseille, pareil, pas de souci. Et là on va arriver sur les familles où il faut plus arroser au pied, donc tout ce qui va être la famille des cucurbitacées. Donc là on va avoir du concombre, les courges, les courgettes, les melons, les pastèques. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre encore, sûrement que j'en oublie. Donc les cornichons, c'est comme le concombre, courges, courgettes, melons, pastèques. Oui, non, je crois que j'ai fait le tour. Au pire je l'affiche à l'écran. Donc voilà, ça on évite de mouiller le feuillage, donc ça c'est des plantes qui vont craindre d'être mouillées. Et typiquement, c'est des plantes qui vont se répandre énormément et très vite on peut se retrouver à plus savoir où arroser. C'est pour ça que c'est important pour ces plantes-là de bien identifier au moment où on les plante. Alors là il y a un chou, en plus il y a des choux plantés au milieu. Au moment où on les plante, d'identifier l'emplacement avec un bâton. Alors moi j'utilise des fers à béton avec des bouchons de protection au bout pour éviter de se blesser au cas où. Et ça, je sais que quand j'arrose, il faut que j'arrose à cet endroit-là, sans avoir à mouiller le feuillage. Voilà, donc sur les cucurbitacées, je vous conseille de faire ça. Donc là, pareil, ça c'est du chisseau, c'est une plante aromatique, donc pareil, souvent c'est famille des lamiacées, donc toujours pareil, c'est une sorte de basilic. Là, vous voyez, le feuillage est quand même très dense, très épais, donc même si j'arrose le feuillage, il y a de bonnes chances que ça reste mouillé au cœur. Donc là, je vais quand même plutôt préférer arroser au pied, quand les massifs sont vraiment très imposants, très importants. Ça risque de mal sécher au cœur du massif, donc même en arrosant le matin. Donc ça peut être intéressant d'aller plutôt arroser au pied. Camomille, donc ça c'est famille des astéracées, pas de souci, on arrose le feuillage. Là, haricots, donc toute la famille des fabacées, des légumineuses, donc petits pois, fèves, haricots. Globalement, on va, puis edamame aussi, on va éviter d'arroser le feuillage le soir. Alors on peut arroser le feuillage le matin, comme blette, betterave et puis les lamiacées. Par contre voilà, on va éviter de leur faire passer la nuit avec le feuillage mouillé, ça peut attraper des maladies. Mais voilà, tôt le matin, il n'y a pas de souci. Alors par contre, faire attention, c'est des plantes qui peuvent assez facilement avoir des brûlures de feuillage. Donc si vous arrosez avec de l'eau très froide et qu'il fait très chaud et que ça fait une sorte de choc thermique sur la plante, c'est des plantes qui peuvent vraiment ne pas apprécier, donc
Voilà, ça il faut faire attention à ça si vous utilisez vraiment de l'eau glacée pour arroser. Faites attention à pas faire ça vraiment au moment le plus chaud de la journée. Les plantes, ça risque de faire vraiment un choc sur elles, donc elles risquent de pas forcément trop apprécier. Ou alors il faut le faire vraiment en brumatisant très légèrement, ça peut être intéressant en journée vers midi de mettre un petit coup d'eau aussi. Typiquement sur des laitues, hein, ça peut vraiment être sympa. Ça peut les aider à se rafraîchir, à mieux passer la journée, sur des choux aussi. Voilà, mais il faut faire attention quand même à pas mettre de l'eau ultra glacée en pleine canicule sur les feuilles. Hein, ça peut causer des dégâts. Mais voilà, arroser le midi juste pour rafraîchir un peu l'atmosphère. Et pour rafraîchir un peu les feuilles, hein, leur rapporter de la fraîcheur, c'est quelque chose qui peut se faire également. Donc voilà, la famille des fabacées, on peut arroser le feuillage si on arrose le matin, pas de souci. Tout ce qui est aliacé, donc oignons, ail, échalotes, poireaux, ciboulette et tout, ben ça on peut arroser, pas de souci. Pareil, surtout si vous arrosez le matin, ça craint rien. Il y a des maladies type la rouille ou ce genre de choses qui peuvent se développer. Donc là c'est pareil, hein, c'est une maladie cryptogamique qui risque de se développer s'il y a de l'humidité. Donc si vous arrosez le matin, a priori pas de souci. Alors là on va faire très attention, par contre ça va être poivrons, aubergines, tomates, donc la famille des solanacées, auxquelles on rajoutera également les pommes de terre, voilà, qui vont avoir pas mal de maladies cryptogamiques, hein, surtout les tomates et les pommes de terre, hein, qui vont craindre le mildiou, hein, le fameux mildiou. Donc toutes ces cultures-là, surtout celle-là, on arrose au pied, on ne mouille pas le feuillage. Poivron, aubergine, c'est un peu plus dur au mal en termes de maladie. Donc bon voilà, ça tombe un peu moins facilement malade, mais ça peut quand même attraper des maladies, des mildious, des choses comme ça. Donc pareil, tout ça on arrose au pied, surtout on mouille pas les feuilles. Et donc au potager, ça peut être vraiment intéressant de regrouper vos cultures pour regrouper ensemble, hein, toutes les cultures qui peuvent être arrosées directement par le feuillage. Là, vous voyez, j'ai fait des grandes zones, hein, de cultures comme ça qui peuvent être arrosées directement. Voilà, il y a un peu de tout type de famille, hein, donc là, vous voyez, là il y a des poireaux, après derrière des fleurs, après on a des apiacées, du panais, là-bas encore des fleurs, des astéracées, tout ça, là-bas blé de betterave, kénopodiacées. Donc dans les kénopodiacées aussi, il y a les épinards, hein, donc pareil, les épinards, faites attention, si vous arrosez le soir, ça peut développer des maladies. Mais bon, souvent en été, hein, les épinards, on n'en a plus vraiment beaucoup, on les fait souvent au printemps ou à l'automne, au moment où les températures sont plus faibles. Donc voilà. Alors là, par exemple, la menthe, au bout, là, celle-là, elle a commencé à développer quelques maladies, vous voyez, par exemple. Je vais vous montrer ça. Vous voyez, là, j'ai des feuilles qui commencent à être... voilà, qui commencent un peu à développer des maladies. On voit qu'elle n'est pas forcément hyper jolie. On voit ici, hop, donc celle-là, typiquement, elle est dans un endroit qui reste à l'ombre un peu plus souvent, un peu plus longtemps, et elle a du mal à sécher. On voit qu'il y a des maladies qui se développent dessus. Donc voilà, c'est pas là pour le coup, c'est pas forcément un super emplacement pour la menthe. Alors attendez, je vais vous montrer là, hop, sur les blettes. Voilà, là on a de la cercosporiose, voilà, typiquement sur des blettes. Voilà, les maladies qui vont se développer sur le feuillage. Si le feuillage reste humide trop longtemps, vous allez avoir ces maladies-là qui vont se développer. Donc ça, je l'enlève. Alors, on va avoir la même maladie de la cercosporiose sur la betterave. Alors sur la betterave, vu qu'on ne mange pas le feuillage, c'est pas trop grave. Mais dans le cas des bleds, vu que c'est le feuillage qu'on mange, c'est un peu dommage. Donc voilà, là vous perdez de la récolte, hein. Donc voilà, les blettes, au pire, hein, dans le doute, hein, vous arrosez au pied, et puis vous êtes sûr de ne pas avoir ce genre de dégâts. D'ailleurs, ça va être un des problèmes de la pluie, hein, c'est que si vous avez de la pluie et que les températures sont adéquates à la formation des maladies, et que cette pluie, typiquement, elle se passe le soir, et que ça vous mouille le feuillage pour toute la nuit et que ça n'a pas le temps de sécher, et ben là, ça va être très propice au développement de maladies. Donc voilà, les petites pluies d'été, surtout le soir, c'est un peu la cata au jardin, et il faut faire attention à ça. Donc là, vous voyez, sur cette partie-là, pareil, on peut arroser le feuillage, hein, donc de la lamiacée, de l'aromatique, de l'apiacée, voilà. Et ici, toute cette plate-bande de choux, donc de brassicacées, pas de souci, on peut arroser le feuillage. Donc là, je peux y aller gaiement avec mon jet d'eau, mettre beaucoup d'eau sur toute cette zone-là. Globalement, ça fait le travail. Tout si je fais ça le matin. Alors, il faut savoir également que les plants, quand ils sont tout petits, là, vous voyez ces concombres-là, ils sont encore tout petits. Globalement, ils tombent assez peu malades, hein, quand ils sont encore à ce stade-là. Donc, les petits plantules, hein, faut pas hésiter à arroser le feuillage également, ça craint pas grand-chose. C'est seulement quand ils commencent vraiment à se développer, quand ils commencent à avoir quelques belles vraies feuilles qui se développent, que là ils vont commencer à craindre pas mal. Donc là, vous voyez, il commence à y avoir une vraie feuille et une deuxième. Là, c'est les cotylédons. Donc là, je vais pas trop tarder à devoir faire attention quand même à pas arroser le feuillage, même si là je peux encore, à mon avis, j'ai encore quelques jours où je peux arroser comme ça sans trop me poser de questions.
Bon, et naturellement, si vous faites des semis en pleine terre, là vous voyez par exemple, là j'ai fait des semis en pleine terre de courgettes pour repartir sur des cultures sur ces zones-là. Faut pas hésiter à les arroser souvent, hein, parce que voilà, forcément, les petites graines, les petits semis, les petits plantules, ils sont beaucoup plus fragiles que des plants bien installés, que des grosses tomates qui vont avoir une capacité à temporiser le sec plus longtemps. Donc là, faut pas hésiter à arroser une fois tous les 2 jours minimum, surtout en plein été quand il fait très chaud, pour que vos plantes puissent trouver de l'eau assez facilement, surtout que les systèmes racinaires ne descendent pas forcément très profondément quand ils sont encore tout petits, notamment par exemple si c'est encore juste des graines en train de germer. Voilà, il ne faut pas hésiter à mettre de l'eau pour que la germination se passe bien. Donc voilà, tout ce qui est semis, petits semis en extérieur, faites bien attention à garder ça humide. Et donc quand on arrose, hein, on essaye de balayer, on ne reste pas tout le temps au même endroit pour permettre à l'eau de pénétrer dans le sol, et on n'hésite pas comme ça à balayer et à faire en sorte que l'eau ait le temps de pénétrer dans le sol, et puis comme ça le temps qu'on aille ailleurs, l'eau qu'on a mise ici elle est rentrée dans le sol, on revient, on remet un petit coup d'eau et on balaye comme ça. Et en plus ça permet de moins brusquer les plantes, hein. Vous voyez là par exemple j'ai arrosé ces laitues. Si je m'acharne sur un endroit, voilà, je vais tasser le sol, l'eau va ruisseler sur le sol au lieu de rentrer dedans, et puis les plantes elles vont, enfin voilà, elles se font matraquer, donc c'est vraiment pas très bon. Il vaut mieux, voilà, vraiment on balaye, on n'hésite pas, on recule, on revient, voilà, vraiment on fait en sorte de permettre à l'eau de rentrer dans le sol le temps que on aille ailleurs. Et on essaye d'arroser le plus possible avec un jet le plus en... Voilà, vous voyez là c'est un jet dispersé, là c'est le mode shower ici. On va utiliser plutôt ce genre de jet là, hein. On va éviter de mettre le mode jet, voilà, comme ça là, très violent, parce que alors là si vous faites ça, vous allez vraiment quasiment creuser votre sol, le tasser, vous allez déterrer des plants et tout, donc c'est vraiment, j'arrête de suite là, voilà, c'est très violent, donc on essaye d'avoir un arrosage le plus doux possible, hein, pour pas brusquer les plantes, et puis voilà, que ça ressemble presque à de la pluie tant qu'à faire. Par contre on choisit quand même un mode d'arrosage qui débite l'eau aussi fort que votre pression vous le permet, hein, parce que c'est extrêmement chronophage, hein, d'arroser. Et si vous pouvez avoir un jet avec la pression la plus importante possible, et donc que ça sorte le plus de litres d'eau possible à la minute, votre durée d'arrosage sera plus courte. Et donc là typiquement ici moi j'ai une très bonne pression, hein. Je remplis un arrosoir de 12 litres en quelque chose comme 30 secondes, et donc du coup ça me permet vraiment de mettre beaucoup d'eau assez rapidement, hein. Si j'arrose 1 minute à un endroit, c'est comme si je mettais 20 litres d'eau, et tout de suite c'est assez intéressant. Donc voilà, il faut faire attention à ça, à cette question de pression de l'eau. C'est quelque chose que je vous conseille de faire d'ailleurs, hein. Vous mesurez le temps qu'il vous faut pour remplir un arrosoir de 10 litres avec votre jet d'eau ou votre robinet, et vous voyez du coup en gros la quantité d'eau que vous êtes capable de sortir à la minute, et puis plus cette quantité sera importante, plus le temps d'arrosage sera court. Ça peut être très long d'arroser, donc je vous conseille, hein, de vous munir d'écouteurs, et puis un petit podcast, une vidéo YouTube à écouter en même temps, ou alors pour méditer, hein, réfléchir sur vous-même, sur la vie, tout ça. Voilà, c'est des moments assez privilégiés pour ça. Ça peut prendre pas mal de temps, hein. Moi, vous voyez, sur un potager comme ça qui fait, on va dire en gros 100-150 mètres carrés, ça va me prendre quasiment une demi-journée par semaine d'arroser. C'est 3-4 heures de boulot par semaine, donc voilà, ça peut vite chiffrer. Prévoyez de quoi vous occuper, surtout quand on se retrouve quand même souvent, voilà, rester statique, à balayer comme ça pendant 1 minute, puis après on avance et ainsi de suite. Donc voilà, on n'est pas extrêmement actif, hein, on fait pas forcément beaucoup d'exercices, hein, juste voilà, on arrose et on attend que le temps passe. Qui peut être intéressante notamment pour gagner du temps, surtout si vous avez un débit d'eau très faible à votre robinet, c'est d'avoir une sorte de cuve de stockage intermédiaire comme ça, où vous arrosez du coup en prenant 2 arrosoirs. Moi là j'en prends qu'un parce que j'ai une main prise par le téléphone. Hop, voilà, vous remplissez un arrosoir, hop, et vous allez comme ça sortir l'eau beaucoup plus rapidement que si vous remplissez vos arrosoirs, ou enfin l'équivalent de l'eau que vous auriez avec votre robinet. Donc vous remplissez votre seau avant de faire l'arrosage, et après vous arrosez à l'arrosoir. Et puis ça fait les bras, hein, si vous voulez faire du sport pour le coup. Là le fait de sortir les arrosoirs, ça fait pas mal de sport, ça fait les muscles.
En plus de ça, le fait de faire décanter votre eau, si c'est de l'eau du robinet, ça permet d'enlever le chlore de l'eau. Alors bon, si vous avez un peu de chlore dans votre eau, c'est quand même pas très grave. Moi, j'ai longtemps arrosé le potager avec de l'eau du robinet, donc qui contient un peu de chlore. Mais c'est vrai que si vous pouvez faire en sorte qu'il n'y ait pas de chlore, c'est quand même toujours un peu mieux. Ça évite le chlore, hein, ça permet de tuer les bactéries, et puis vous n'avez pas forcément envie de tuer les bactéries de votre sol. Il y en a beaucoup qui sont utiles. Donc voilà, si vous pouvez faire en sorte que normalement 24 heures ça suffit à faire évaporer le chlore qui est présent dans l'eau potable, et du coup ça permet d'éviter ce petit inconvénient là. L'intérêt également, c'est que ça permet de réchauffer l'eau, elle se met à température ambiante, donc vous perdez le côté choc thermique du fait d'arroser avec de l'eau trop froide. Donc voilà, ça peut être quelque chose d'assez intéressant à faire, et puis pareil, vous essayez de récupérer l'eau que vous pouvez de vos toitures avec des IBC, voilà, avec des bacs de récupération comme ça. Faites attention quand même aux moustiques, ce genre d'eau stagnante comme ça, c'est des réservoirs à moustiques, donc idéalement vous pouvez mettre un couvercle dessus, hop, voilà, pour éviter que les moustiques viennent proliférer dedans. Et puis si de toute façon vous l'utilisez très fort, vous allez prendre les larves de moustiques, elles vont partir dans les arrosoirs et puis elles vont se retrouver dans le sol, et puis normalement elles devraient y mourir. Bon, par contre le problème c'est que on perd la pression, vous pouvez pas brancher un tuyau d'arrosage dessus et puis directement espérer avoir de l'arrosage. Je vous rappelle qu'en gros, de base la pression de l'eau en surface là, elle est à 1 bar, et pour qu'il y ait 1 bar de pression supplémentaire, il faut que mettre votre colonne d'eau à 10 mètres de hauteur, donc pour avoir de l'eau à 3 bars, qui est l'eau classique qu'on a au robinet. Si je dis pas de bêtises, ça veut dire qu'il faut que l'eau soit à 20 mètres de haut, d'où les châteaux d'eau qui permettent de remonter l'eau, puis d'avoir de l'eau avec une bonne pression là, vous voyez, hop. Voilà, là, quand on a une bonne pression comme ça, on est quand même plutôt content. Ça permet d'envoyer pas mal d'eau et de bien arroser le jardin. Avec des arrosoirs, c'est quand même tout de suite beaucoup plus physique, beaucoup plus compliqué. Par contre, on peut vraiment envoyer beaucoup d'eau avec des arrosoirs comme ça va assez vite. Donc chose intéressante également quand on arrose, c'est que c'est un moment privilégié pour s'occuper des cultures. Voilà, on n'hésite pas du coup à enlever les feuilles malades, notamment là, vous voyez là sur les cultures de tomates, tout ça. S'il y a des choses à désherber, voilà, s'il y a des feuilles qui sont retrouvées coincées sous le paillage, alors ça faut vraiment éviter parce que c'est vraiment des nids à maladies si les feuilles se retrouvent sous le paillage. Voilà, puis on en profite du coup pour entretenir la culture, c'est un moment assez privilégié pour ça. Et puis il faut faire attention également quand vous arrosez comme ça. Faites bien attention si vous voyez que l'eau disparaît quand même étonnamment vite, et que vraiment le sol a l'air de la boire, mais comme s'il y avait un trou. Faut faire attention aux galeries de campagnols, galeries de campagnols, de mulots, de taupes. C'est vraiment ça absorbe l'eau et ça la fait vraiment partir, tomber dans le sol, et va pas tant profiter que ça à vos plantes. Essayez au maximum que vous pouvez de casser les galeries de campagnols si jamais il y en a, parce que vraiment ça fait partir l'eau, et puis du coup votre arrosage sera beaucoup moins efficace, donc faites attention à ça. Des fois ça arrive, on arrose et puis on voit l'eau qui part dans un trou, et là c'est que vous êtes à cet endroit là, il y a une galerie de campagnols, et puis du coup l'eau s'en va et va ruisseler ailleurs, en dehors de là où vous voulez qu'elle soit. Alors pour ce qui est de récupérer l'eau, ça peut être quelque chose de vraiment intéressant. Je vous rappelle juste quand même que faut faire attention pour tout ce qui est nettoyage des légumes. Il faut utiliser de l'eau potable. Il ne faut pas utiliser comme ça de l'eau de récupération. Bon là c'est pas vraiment de l'eau de récupération, mais c'est de l'eau plus ou moins d'un forage. Donc normalement pour nettoyer vos légumes, il faut vraiment les nettoyer à l'eau potable. En tout cas c'est ce qui est préconisé en bio, puis même dans les conditions générales d'hygiène de bonne culture. Donc voilà, faites attention à ça. Pour laver vos légumes, vous les lavez à l'eau du robinet, comme ça vous êtes sûr de les avoir bien nettoyés. Et alors également, pensez à mettre de l'eau à vos arbres. S'il n'y a pas que le potager qui s'arrose, les arbres, surtout quand ils sont jeunes, les systèmes racinaires sont encore petits, ils ne sont pas capables d'aller chercher l'eau en profondeur. Et vous voyez, il y a quand même des beaux feuillages, ça demande pas mal d'eau. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un arrosoir de 10 litres par semaine à chacun de vos arbres. Vous voyez là, ce magnolia, là, bon, il n'est pas par centaines, il est tout seul. Mais voilà, il se développe bien, et chaque semaine, je lui mets un petit arrosoir d'eau, de manière à ce que il ait de quoi boire.
Et si vous avez suffisamment de ressources, n'hésitez pas à pailler également vos arbres, non pas tant pour éviter l'évaporation de l'eau au niveau du sol que pour empêcher l'enherbement en fait, parce que quand vous arrosez au pied de votre arbre, s'il y a beaucoup d'enherbement, l'herbe va ponctionner une très grande partie de l'eau d'arrosage que vous allez mettre, et puis il y en a assez peu qui va descendre jusqu'aux racines de votre arbre. Donc le fait de pailler le pied de vos arbres, ça fait en sorte que l'eau aille à votre arbre et pas juste à l'herbe qui pousse au pied. Donc voilà, n'hésitez pas non plus à pailler les arbres. Et puis bon, après, voilà quand même en plus les avantages du paillage qui permet de garder l'humidité, qui évite l'évaporation, et en plus après qui, en se décomposant, va nourrir votre arbre en apportant les éléments nutritifs. Bon, la question qui va se poser également avec la problématique de l'arrosage, ça va être la question du coût. Combien vous coûte cette eau d'arrosage? Alors ça va dépendre beaucoup de la situation de chacun. Il y en a qui vont avoir de l'eau gratuite, l'eau que vous récupérez de vos récupérateurs de pluie. Il y en a qui vont payer l'eau pas très cher. Moi c'est mon cas ici, l'eau du robinet on la paye pas cher parce qu'on n'est pas sur, on est sur des assainissements individuels, donc il n'y a pas toute la partie récupération des eaux usées, donc l'eau est beaucoup moins chère. Ceux qui vont être sur le tout à l'égout, ils vont payer l'eau beaucoup plus cher. Ça peut monter à 4 € le mètre cube. Donc voilà, ça se calcule, mais par exemple typiquement un plant qui va vous consommer, imaginez un plant de poivron qui va vous consommer 1 litre d'eau par jour, en gros pendant 3 mois, il va consommer 100 litres, disons 1 litre ou 2 litres, entre 100 et 200 litres, donc c'est-à-dire on va dire 20% d'un mètre cube. Si vous payez votre mètre cube 4 €, ça va vous coûter 80 centimes d'eau pour votre plant de poivron. Voilà, à l'inverse, si vous payez votre mètre cube d'eau 70 centimes, vous faites un peu les ordres de grandeur de calcul, mais ça peut vite partir, les mètres cubes d'eau, on peut vite envoyer 20 mètres cubes, 30 mètres cubes, 40 mètres cubes dans l'arrosage du potager, et si vous payez 4 € le mètre cube, ça peut vite être un petit budget, mais globalement ça sera toujours plus intéressant que d'acheter des légumes en supermarché, surtout si vous les comptabilisez en bio. Voilà, donc c'est une dépense, c'est sûr, mais normalement c'est une dépense qui est largement en dessous de la valeur des cultures que vous récoltez si vous faites un potager vraiment sérieusement avec des bonnes techniques et que vos cultures arrivent au bout et que vous récoltez derrière. Alors un petit point qu'il est intéressant de noter, c'est que souvent quand on arrose au tuyau d'arrosage, on se retrouve à blesser des plants en tirant les tuyaux, puisqu'on va arracher une plante ou ce genre de choses. C'est un des intérêts du potager en bac, c'est qu'on peut s'appuyer sur les bordures des bacs, tirer les tuyaux d'arrosoir et éviter du coup de blesser les plants. Donc voilà, c'est juste une petite remarque comme ça que je trouvais intéressante. Donc voilà, on se retrouve devant les poivrons. Là, je vais arroser toutes ces cultures-là. Donc voilà, moi je vous ai dit, j'ai un sol argileux. Donc la stratégie globalement ici, c'est d'arroser une fois par semaine et puis de mettre facilement entre 5 et 10 litres par plante d'eau. Puis j'arrose généreusement. Je mouille bien tout le sol, pas que au pied, parce que les systèmes racinaires là, vont se développer un peu partout. Donc si je mets de l'eau ici au milieu là, de cette zone-là, il y aura quand même des racines de plantes. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à vraiment bien tout mouiller, tout inonder. Après, comme en plus là, je suis dans des bacs, ça draine bien et l'eau après va descendre dans le profil. L'intérêt de faire un gros arrosage une fois par semaine, c'est comme je vous l'ai dit, ça incite du coup les plantes à avoir des racines qui descendent en profondeur et qui vont chercher profondément dans le profil. Voilà, mais bon, globalement, il faut être quand même assez généreux sur l'arrosage. Le potager sans eau, forcément, il y en a qui arrivent à avoir des résultats, mais c'est quand même un peu tristoun. Vous aurez beaucoup moins de production, des légumes qui vont souffrir. Les plantes, ça a vraiment besoin d'eau pour bien se porter. Si vous voulez un potager luxuriant qui produise vraiment beaucoup, faut essayer d'être généreux sur l'eau. Alors bon, c'est facile à dire, il y en a qui sont contraints par l'eau, comme on a pu le voir précédemment, comme on a pu l'évoquer dans la vidéo précédemment. Si vous n'avez pas de source d'eau au potager, voilà, chacun fait un peu comme il peut. Mais essayez de multiplier l'accès à l'eau, si vous en manquez, les points de collecte, les possibilités de récupération d'eau. Même juste une mare, ça permet de collecter aussi un peu d'eau et tout. Donc voilà, il y a pas mal de solutions. N'hésitez pas à mettre de l'eau à vos plantes pour avoir de belles récoltes et puis de beaux légumes. Donc voilà, je pense qu'on a fait un bon tour assez complet sur la question de l'arrosage au potager. Alors dans un chapitre ultérieur, comme je vous l'ai expliqué, on parlera de l'arrosage automatique, ce qui peut être une bonne manière d'économiser du temps passé au jardin, parce que l'arrosage c'est vraiment très chronophage. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous a intéressé. Et on se retrouve prochainement pour un nouveau tuto de la grande formation potager de Potager Coach. À bientôt.